Ah, bah, dis donc, les nouvelles technologies, moi ça m'épuise. Hein. Tiens, ah bah, tu sais que, dis donc, je vais rien dire, mais en ce moment, tu dois avoir chaud aux fesses. Hein. Ça va pas être ta fête. Ah, attends, allez, moi j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu. Allez, tu peux me dire d'où tu viens? Oh, je te parle. Tu peux me dire d'où tu viens et comment tu t'appelles? Et tu vivais où? T'as une famille, t'as des copains, comment t'es arrivé là? Mais, et comment t'as fait pour venir là? Il fallait traverser l'autoroute. Et les humains, ils font quoi là? Oh, tu me réponds là? Écoute, Michel, tu parles pas sanglier, ça va pas marcher. Non, tu parles pas sanglier là, tu comprends pas là. Alors tout à l'heure on me dit que j'ai pas le physique pour aller à certains endroits, maintenant on me dit que je parle pas sanglier. Oui, mais tu vois, la chasse c'est quand même quelque chose qui est faut avoir de l'expérience, de la connaissance, c'est un peu de l'élitisme quand même. Hein. Ouais, mais il y a quelqu'un qui peut répondre à mes questions? Oui, il y a quelqu'un qui va, il y a deux personnes qui vont te répondre. Alors il y a Florian qui va arriver, et puis Aurélie, qui vont venir te dire, parce qu'eux ils parlent sanglier. Ils parlent sanglier? Ah bah alors ça, je vais voir ça, moi. Alors déjà, moi, je voudrais savoir d'où il vient. Comment on fait pour savoir d'où il vient? Il n'y a pas un truc, je sais pas, on lui met un drone sur la tête, Donc, parce que j'avais plein de questions, moi. Tu parles, Florian, il parle plus que sanglier d'accord. Non, moi je suis pas sanglier là, moi je sais toujours où je suis. On sait toujours où je suis. Donc là, on a un collier GPS posé sur un sanglier avec un système qui va nous envoyer des données à intervalles réguliers. En dessous, on a la batterie et au-dessus, on a l'émetteur qui transmet les données. Donc par GPS? Ouais, par GPS. Et donc du coup, ça permet de faire quoi? Alors là, on sait comment il se déplace? Bah, si on lui laisse et que la batterie est opérationnelle, on va avoir sa position toutes les 30 minutes. Donc ces positions nous sont envoyées chaque jour par Internet. Et à la fin, on récupère le collier parce qu'il y a un système de largage qui permet de récupérer l'entièreté des données parce que certaines parfois passent pas par le réseau. D'accord. Et on l'a fait ça en Isère? On en a mis des balises? Ouais. On l'a fait en limite de l'Isère avec le parc naturel du Pilat sur une vingtaine de sangliers et 3 chevreuils. Ah ouais, le parc naturel, mais c'est pas le Pilat, c'est pas en Isère? Le Pilat, c'est pas en Isère, mais en fait, la bordure du Pilat, c'est la vallée du Rhône, et là, c'est l'Isère. Ah. Et en fait, dans des études où on essaye de comprendre la connectivité écologique et les déplacements de la faune, l'important, c'est pas le cœur du Pilat, mais c'est ce qui l'entoure. Savoir si la faune peut circuler jusqu'au Pilat et depuis le Pilat. D'accord. Mais c'est si important que ça que les bestioles se déplacent? Oui, c'est important parce que jusqu'à il y a quelques années, on va dire 20-30 ans, on préservait des espèces de faune et de flore en préservant des espaces. On créait des réserves, on créait des parcs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça suffisait pas parce qu'il fallait que cette faune et cette flore elles puissent se déplacer pour qu'il y ait du brassage génétique. Si on alors du brassage génétique, ça veut dire qu'il faut faut pas qu'ils fassent que se reproduire entre eux, quoi. Et non, sinon à terme on a de la consanguinité. Quelle que soit la taille de l'espace, que ce soit un parc de quelques hectares ou un parc naturel régional de plusieurs milliers d'hectares, ça prendra plus de temps forcément dans un parc national. Mais à terme, s'il n'y a pas de brassage génétique, il y aura de la consanguinité dans une population animale. Je comprends rien, moi, dans la Drôme, ils ont tout fermé à des endroits. Et je me rappelle, il y avait le président de la Chambre d'agriculture, je me rappelle bien, c'était l'AG qu'on avait fait, je ne sais plus, à Saint-Quentin. Il avait dit, les animaux sont en train de... Ils ont faim, mais il n'avait pas parlé de la consanguinité. Pourtant, il y en a qui disent que c'est vachement bien de les protéger en les mettant dans une réserve. Mais parce que c'est des choses qui arrivent à l'échelle d'un homme, qui n'arrivent pas tout de suite, qui arrivent après plusieurs générations de reproduction des animaux. En fonction de leur rapidité de reproduction, ça arrivera au bout de 5, 10, 20 ans, mais ça arrivera. Donc, finalement, les migrations, c'est bien pour les espèces. Les déplacements. Ah, les déplacements. Des fois, on entend dire que les sangliers sont migrateurs, mais c'est pas le cas.
Ah, ils sont pas migrateurs. Ouf. Bon, d'accord. Est-ce qu'on a une petite vidéo à nous montrer pour nous expliquer un petit peu ce que vous faites alors? Oui, bien sûr. Donc ça y est, on a compris que le parc du Pilat, c'est l'Isère, c'est le bord. Ah, stop. Ouh là là, attends, Audrey. J'ai vu un truc. Alors, j'ai deux questions. D'abord, les continuités écologiques, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis, pourquoi il y a du vert et du bleu? Eh ben, tout est en lien. Les continuités écologiques, c'est ce dont Florian parlait tout à l'heure. Pour que des animaux se déplacent, ils ont besoin de suivre les habitats qui les rassurent. Par exemple, pour un sanglier, c'est la forêt qui peut le rassurer. Et si par exemple on peut planter des haies, qui est un habitat qui ressemble à la forêt, il va suivre ces continuités pour aller de forêt en forêt par le biais des haies. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la trame verte. On a aussi la trame bleue pour tout ce qui est aquatique. Mais en l'occurrence, tout ce qui est terrestre et forestier, c'est la trame verte. Du coup, on a du vert, on a du bleu. Ce matin, j'ai entendu que dans l'Isère, on avait planté 9,6 km de haies. Mais on les a plantés comme ça n'importe où, ou on a tenu compte aussi alors, d'un truc, ça ressemble à un corridor, ça, non? Ouais, tout à fait. Ben, logiquement, toutes les plantations de haies sont faites au bon vouloir des agriculteurs, des financements dont on a possession, mais c'est aussi souvent en réflexion. Si on a le choix, on va prioriser des zones qui sont plus favorables au déplacement, ou justement sur les zones où il y a plus besoin d'améliorer ces corridors écologiques pour que les animaux puissent se déplacer. Alors on continue la vidéo. L'objectif de l'étude est d'évaluer les connexions entre le parc naturel régional du Pilat et les territoires qui l'entourent. Au nord, donc les monts du Lyonnais, et à l'est, la plaine du Nord-Isère. Donc c'est vrai qu'on a axé l'étude principalement sur le sanglier. Ah, pourquoi le sanglier? Le sanglier, parce que c'est une espèce, quand on veut étudier les déplacements, qui est très intéressante parce qu'elle se déplace. Elle se déplace fortement, plus que du chevreuil. C'est une espèce qu'on connaît bien, pour laquelle, vous le verrez, on a pu bénéficier du bénévolat des chasseurs pour arriver à les capturer. Une espèce pour laquelle il y a plein de connaissances sur les marqueurs génétiques, donc c'était l'espèce la plus évidente. Ah d'accord, puis elle est nombreuse cette espèce, il faut savoir un petit peu comment elle se déplace, je suppose, parce que j'ai entendu ce matin, c'est un peu l'alerte rouge là avec les sangliers, j'ai l'impression. Oui, après sur les populations de sangliers, c'est sûr qu'on ne comprend pas tout encore, mais il y a beaucoup de déplacements. Et c'est un animal qui a des capacités de déplacement, de franchissement assez importantes, bien plus que celles du chevreuil. Il est capable, on l'a vu dans certains cas, d'utiliser des ouvrages qui traversent sous une autoroute, sous 60 ou 70 mètres, des vrais tunnels très étroits d'1 mètre de large, et on voit des sangliers qui le traversent facilement. Donc ils passent pas sur les ponts qu'il y a sur l'autoroute? Ils peuvent passer dessous Ils peuvent passer dessous parce que des ponts sur l'autoroute, il n'y en a pas partout. Il y en a nouvellement qui se créent maintenant dans des réflexions avec certains autoroutiers et l'État. Mais la vallée du Rhône, la 7, c'est une autoroute qui date des années 70 et ces considérations-là n'étaient pas du tout prises en compte à l'époque. C'est ça que j'ai entendu ce matin dans le budget réalisé où il y avait des prestations de services et qu'on travaille avec la SNCF ou les autoroutes pour justement que les sangliers ils puissent passer et que justement ils ne passent pas sur l'autoroute, je suppose. Parce que prendre un sanglier à 130 km/h, ça ne doit pas faire. C'est la loterie, soit ça passe, soit ça casse. Oui, c'est gentil, merci Aurélie. En fait, Aurélie a travaillé là-dessus à l'échelle régionale et on a un partenariat avec AREA sur le suivi de 3 écoponts, en Haute-Savoie, en Savoie et en Isère à Torchevillers. Et donc c'est des aménagements qui sont dédiés au passage de la faune et on a vu dès les premiers mois que les sangliers l'empruntaient en Isère. C'est tout ça grâce aussi aux balises alors? C'est pas le même secteur, mais ça participe de faire améliorer les connaissances là-dessus et de montrer la nécessité de ces ouvrages. On continue? Parce que moi je veux bien voir ce que vous faites avec les sangliers. Et donc qui est facilement manipulable lors de nos captures. Et en plus, c'est vrai qu'on a un bon réseau d'observateurs sur le terrain par les chasseurs ou par d'autres observateurs qui sont présents sur la zone, qui peuvent nous faire remonter en fait les observations qu'ils auront de ces individus marqués. Donc le suivi, en fait, il est de 2 types. On a un premier suivi à l'aide d'appareils photographiques. Ces appareils, ils sont disposés au niveau des infrastructures linéaires qui sont dans la zone d'étude, que ce soit donc des routes ou le Rhône par exemple.
et on les a disposés au niveau d'ouvrages. Donc les ouvrages, ce sont des ponts ou des buses qui passent dessous la route en général pour laisser passer une route ou une rivière par exemple. Et après on a le second suivi, donc plus sur le sanglier, où là une fois qu'on a capturé nos sangliers, on va... Capturer le sanglier? Mais comment vous faites pour capturer un sanglier? Eh ben on s'arme de patience déjà. Ça, on s'arme de patience. Ils en vendent de la patience dans les armureries? Plein. On se renseigne auprès des chasseurs locaux, savoir quels sont les secteurs où il y en a le plus, savoir où on peut avoir l'autorisation des propriétaires. On agrène quelques temps devant des pièges photos et lorsqu'on commence à voir qu'il y a des individus et des individus de taille qui nous intéressent, on pose des cages-pièges avec soit de petites cages pour les marcassins, soit de grands corrals qui permettent de capturer des individus adultes. Et après, au petit bonheur la chance, on tend le piège et puis on contrôle tous les matins à 4h30 pendant des mois pour ensuite aller manipuler les sangliers s'ils ont bien voulu rentrer dans la cage. Ah ouais, je comprends mieux quand Daniel disait ce matin, travailler à la fédération, ils font leur boulot, mais ils font plus même que le contrat de travail, parce que pendant plusieurs mois, il faut aller tôt relever des pièges. Alors. Ça occupe, c'est vrai que ça occupe. On continue? Poser une boucle aux oreilles. Et pour les plus gros, un collier GPS. Donc ces deux dispositifs de marquage vont nous aider à identifier les déplacements des individus sur la zone d'étude. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est pour d'une part améliorer la connaissance des corridors qui ont été identifiés dans le schéma régional de cohérence écologique et donc de faire progresser ces documents de planification, ça c'est une première chose. Et puis d'autre part, au travers des contacts qu'on a avec les responsables d'aménagement, de pouvoir leur conseiller des aménagements aux endroits où vraiment il y a des enjeux, où vraiment ça ne passe pas et il faudrait améliorer la connexion entre les habitats au travers des infrastructures. On a déjà des premiers résultats qui sont intéressants. D'une part, le suivi par les appareils photo automatiques sous les ouvrages permettent de constater qu'il y a des traversées des infrastructures par des animaux, grands, moyens, petits. Et enfin, le suivi par collier GPS de sangliers qui ont été équipés avec ces équipements-là permet de savoir précisément quels sont les passages qui leur permettent de franchir les infrastructures potentiellement bloquantes. Et un des tout premiers résultats qu'on peut donner, c'est qu'un mâle, par exemple, traverse régulièrement l'autoroute A7 en utilisant un passage hydraulique qui est donc originellement fabriqué pour permettre le passage de ruisseaux. Et donc ce passage lui permet régulièrement de franchir l'autoroute A7. Alors, est-ce que vous avez des exemples de relevés de sangliers qu'on peut voir comment ils se déplacent? Ah oui, ce qui est super avec ce projet, c'est qu'on a pu observer des résultats incroyables. Là, on peut voir par exemple un sanglier qu'on avait nommé Juju. Et si vous voulez voir sur la carte, on a la voie de chemin de fer en noir avec les traits. Et on est où là, à peu près? Alors là, on est vers le passage de Reventin-Vaugris. C'est l'autoroute qui est en orange. Et on peut voir, là, c'est tous les petits points qui s'affichent du sanglier Juju. Et on peut voir qu'il est contraint par les infrastructures. Il ne traverse à aucun moment la voie ferrée, par exemple, pour aller... la voie ferrée et le Rhône, parce que le Rhône est aussi une infrastructure qui peut être bloquante, notamment quand c'est canalisé. Et voilà, ça c'est un exemple. Lui, il n'a pas trouvé le il n'a pas trouvé le... Non, pas encore. Et vous en avez d'autres? Eh ben, on a Bernard, le sanglier Bernard, qui a parcouru 600 km, si je ne me trompe pas, et à vol d'oiseau, ça représente 100 km de déplacement. Et on peut voir qu'il a été capturé donc tout en haut de la carte, là-bas, c'est le nord de l'Ardèche, donc je ne sais pas exactement où. Non, c'est en Isère, c'est Aubry-sur-Varèse. Très bien. Donc au sud de Vienne. Et il est venu, vous allez le voir. Donc lui, il a traversé. Et lui, il a réussi à traverser. Il a trouvé un ouvrage. C'est un animal qu'on a équipé un jour de capture où il y avait une autre femelle qu'on a équipée aussi. La femelle, elle est restée sur Aubry-sur-Varèse. On les a suivis 3 mois parce que c'était des sangliers qui avaient un poids assez faible. Et donc pour éviter de les gêner lors de la croissance et de les gêner par le poids du collier GPS, on avait prévu de les suivre que 3 mois. En 3 mois, la femelle est restée quasiment sur place, on a récupéré le collier au même endroit. Et le mâle, lui, comme l'a dit Aurélie, il a fait presque une centaine de kilomètres à vol d'oiseau. Ah ouais. Il a traversé les champs marrants et il est allé jusqu'en limite de l'autoroute de la vallée de l'Isère.
pour être capturé à Saint-Latier. On a récupéré le colis à Saint-Latier. Donc si on cumule tous les petits tronçons qu'il a fait en 3 mois, il a fait plus de 600 km de déplacement. Et autant vous dire qu'il avait le même poids lors de la recapture que lors de la capture initiale. Donc on peut supposer qu'il a fait du dégât sur la route. Hein. On peut supposer qu'il a surtout pas pris un gramme parce qu'il a fait tellement de route qu'il a même pas pris de poids alors que c'était un jeune individu. Merci beaucoup, on en sait plus sur les balises GPS, et puis maintenant, ben je sais d'où tu viens, c'est peut-être toi Bernard en fait. Hein? Bon, tu ne me répondras pas, je crois que c'est pas mis, c'est cuit. Hein? Merci. Merci. Merci.